Bonsoir, merci de votre fidélité et de regarder votre émission de référence santé. Dites-moi tout, docteur. À travers la chaîne Leader, chaque année, nombreux bébés naissent avec une malformation au niveau du visage, notamment bec de lièvre, encore appelé fente labio-palatine. Cette malformation se situe au niveau des lèvres supérieures jusqu'au niveau du nez. Et il est parfois impartial, parfois partial ou complète. Et par an, il faut se réjouir que cette anomalie peut se dépister avant l'accouchement. Il faut également se réjouir qu'avec la chirurgie réparatrice et avec le travail géant de nos médecins dans ce domaine, de grandes prouesses sont observées. Alors, quelle est l'origine de cette maladie? Comment le traite-t-on? Toutes ces questions, c'est avec notre spécialiste, docteur Mamadou Karamba Kaba, chirurgien plasticien, qui est notre invité de ce numéro. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs, qui sera la deuxième partie de l'émission. Pour nous joindre, appelez donc au 620 58 90 73. En attendant la libre antenne, nous avons quelques questions pour notre invité et nous revenons à vous, docteur Karamba, juste après ceci. Je disais tout à l'heure que cette malformation se situe au niveau des lèvres supérieures du nez, c'est-à-dire au niveau de la partie de la bouche, du côté d'une fente ou de deux fentes, parfois même. Docteur, on l'appelle bec de lièvre, fente palatine, fente labio. Qu'est-ce que c'est cette maladie? Et tout d'abord, je vous remercie très sincèrement. Et les fentes labiopalatines constituent l'une des malformations les plus fréquentes qui surgissent au niveau du visage. Ces fentes existent depuis que l'homme a existé aussi. Et ça y va de la nature humaine. C'est des imperfections de la nature qui se constituent dès le début de la grossesse. Ces fentes, classiquement, on les appelait dans le langage populaire bec de lièvre. Et avec l'évolution de la médecine, on les a classifiées en fentes labiopalatines, c'est-à-dire les fissures qui concernent la lèvre, qui concernent l'alvéole qui porte les dents et qui concernent également le palais. C'est-à-dire le palais, c'est la voûte qui couvre le plafond de la bouche. Donc la fissure peut concerner toutes ces structures-là. C'est ce qu'on appelle fente labiopalatine. Et c'est très péjoratif aujourd'hui quand on entend bec de lièvre, parce qu'on ne peut pas dire... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Lièvre. Mais à observer ces animaux aussi, c'est de façon Ça naturelle. Tolère. Il existe des fissures, mais chez ces animaux, ces fissures sont tout à fait Mettons normales. bec de lièvre entre guillemets. Docteur, alors, quelles sont les causes de cette maladie? Bon. Principalement, les causes ne sont pas définies. Tout part de données statistiques. Aujourd'hui, chez nous, nous incriminons à 60% la consanguinité, c'est-à-dire des mariages Entre parents. endogames, entre des parents. En plus de cela, d'après la littérature, il y a des médicaments, il y a des pathologies, il y a des maladies qui entraînent l'apparition de ces types de fentes, mais tout est hypothèse. Mais ce qui est plus probant, Rien n'est réel. c'est la consanguinité, les mariages entre des cousins, entre des frères dans la même lignée, dans la même famille. Très bien. Est-ce que allez-y. Et ensuite, je voudrais insister là-dessus, c'est la malnutrition dont on incrimine. La Et on en vient tout à l'heure. en début de grossesse, le stress chez la femme dans les débuts de grossesse, tout ça, c'est des facteurs qu'on incrimine comme étant cause possible des fentes labiopalatines. Très bien. Docteur, cette maladie attaque les enfants lorsqu'ils sont dans le ventre de leur maman. Est-ce que dans ce cas, peut-on parler de symptômes? Bon, ça n'attaque pas, mais on est avec. C'est au moment de la constitution La formation du fœtus, la d'accord. formation du fœtus que les fentes apparaissent. Parce que vous savez que l'homme
est issu de liquide. Et c'est des cellules qui s'amassent, qui se réunissent, qui font un processus pour aboutir à la formation de l'homme que nous sommes. Et c'est au cours du début de cette formation qu'il y a des empêchements de migration de cellules vers d'autres cellules. Vous savez, c'est des choses symétriques qui se rejoignent au milieu pour constituer l'homme. Donc c'est au cours de cette migration, pour des raisons X, dont on n'arrive pas encore à savoir et que les recherches vraiment portent, et que ces migrations n'ont pas lieu et il y a l'apparition de ces fissures au niveau du visage. Il y en a sur autres parties du corps aussi, sur les membres, sur beaucoup de parties où ces malformations se constituent. Mais les malformations les plus fréquentes apparaissent au niveau du visage. Au niveau du visage, docteur, dans nos sociétés respectives, toute femme qui donne naissance à un tel bébé est indexée, stigmatisée et rejetée parfois même par la société. Est-ce que aujourd'hui, quel apport vous pouvez apporter à ces femmes qui donnent naissance à ces bébés? Bon, je pense que c'est l'importance de l'entretien que nous menons. C'est pour amener les gens à déstigmatiser ces types de pathologies. Nous avons la chance aujourd'hui, c'est que ces maladies, ces types de malformations sont soignables chez nous. On peut les soigner, on peut les guérir, on peut réinsérer ces enfants. Donc, c'est le lieu d'appeler les gens à savoir que ces malformations sont le fait de la nature, mais on a la chance que l'on peut les réparer comme s'il n'y avait rien. C'est pourquoi, avant l'entame de l'émission, on m'a demandé le problème de si on découvre avant la naissance. Mais justement, on en vient tout à l'heure, les femmes rurales qui ne font pas de l'échographie durant toute leur grossesse, après l'accouchement, ils découvrent, en fait, ils ont un tel bébé, les enfants, ces mamans par exemple, leur situation psychologique, tout cela. Alors, qu'est-ce que la consultation prénatale est très importante chez les femmes, non seulement en ce qui concerne ces malformations qu'on peut dépister, mais pour autre chose, pour un suivi correct de la grossesse. Le diagnostic anténatal, c'est-à-dire avant la naissance de ces malformations, est possible, mais elle n'est pas beaucoup utile dans nos conditions parce que l'enfant qui naît avec une fente n'est pas un enfant anormal. Donc, il y a le lieu de dire aux gens de ne pas s'en prendre trop à stigmatiser ces enfants comme si c'est la fin du monde. Non. Il y en a même qui traitent de cette maladie l'œuvre du diable, des sorciers. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les mamans qui ne sont pas en général bien nourries. Informées. Non, bien nourries, on dit dans notre langue vernaculaire que c'est le souma. Il y a le souma, c'est un truc dans le ventre qui bouffe le visage du bébé. Donc, nous passons beaucoup de temps à interroger nos patients, leurs parents, sur leur perception de ces pathologies et nous avons traité une thèse là-dessus à la faculté de médecine sur la perception socio-culturelle de ces malformations. Effectivement, comme vous le dites, c'est la stigmatisation, c'est la peur, c'est l'inconnu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous passons le message pour que les gens sachent d'abord les facteurs étiologiques et les possibilités de traitement. Les facteurs étiologiques, ce que je viens d'énumérer, et le traitement. À partir de l'âge de 3 mois, ces enfants sont opérables chez nous. Il n'y a pas à s'inquiéter. Et le diagnostic à faire avant la naissance par les échographies, c'est bon à titre scientifique. Mais qu'on découvre ou qu'on ne découvre pas, il faut laisser la grossesse continuer et que cet enfant, s'il naît, la réalité, c'est qu'on peut l'opérer correctement et le réinsérer comme s'il y avait de rien. La femme qui découvre, en fait, lors de l'échographie, qu'on découvre que son enfant a une fente au niveau du visage, est-ce qu'il y a certaines qui se prêtent à un avortement, par exemple, aujourd'hui? Bon, on n'a pas eu de cas en Guinée particulièrement parce que aussi, il faut voir que les échographies pour découvrir ce type de fentes sont très rares chez nous. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Sont très rares. Ça n'a pas tellement d'importance, l'échographie, la découverte de ces fentes avant la naissance. Au moment où la chirurgie est parfaite maintenant, si les enfants naissent, il n'y a pas lieu de s'alarmer. C'est de consulter depuis la maternité
envoyer les enfants, on fait le counseling avec les parents pour leur expliquer comment il faut allaiter ces enfants, comment il faut les nourrir, leur expliquer la date. On va voir tout ça là dans le reportage. Et puis maintenant, avant la prise en charge, docteur, une petite question m'est venue à l'idée. À quelle période la femme doit-elle se rassurer que son enfant est bien portant dans le ventre, pas de fente, rien de tout cela? Bon, ça dépend de la consultation prénatale. Les échographies qu'on fait pendant le déroulement de la grossesse, il faut le faire systématiquement. C'est le travail de nos valeureux obstétriciens. Et là, on leur laisse les soins de s'occuper de cela. Mais en ce qui nous concerne, une fente labiale dans le ventre d'une femme, ce n'est pas quelque chose d'alarmant. Il faut rassurer la femme que c'est opérable. Il y a des pays qui ont commencé actuellement à opérer in utero ces enfants, mais notre médecine n'a pas atteint ce niveau-là encore. C'est possible de le faire, mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est quand l'enfant naît, c'est être sûr qu'on peut le prendre en charge correctement, le nourrir correctement, parce que il y a des types de fentes qui impactent la vie future. Lorsque le palais est fendu, ça entraîne des troubles de l'élocution, ça entraîne des troubles de l'alimentation. Donc il faut prendre correctement ces enfants avant l'âge d'1 an, que toutes les interventions soient terminées, afin de pouvoir les réinsérer comme des enfants qui sont nés sans anomalie. Très bien. Alors on va suivre le reportage de la rédaction politique du journal de Hadiatou Baris, qui l'élément est précis. Chichips, le service de la chirurgie réparatrice ne désemplit pas. Ici, des parents préoccupés par les fentes labiopalatines et fentes labiales de leurs enfants viennent en urgence. Victimes de malformations congénitales, la plupart des nouveau-nés ont du mal à s'alimenter correctement. Conséquence, une malnutrition aiguë et la crise de l'anémie. Il y a des enfants aussi des fois qui viennent dans des états où ils sont en manque de poids. Ils ont d'autres problèmes, donc on les oriente vers les pédiatres, parce que nous travaillons en étroite collaboration avec les pédiatres, qui revoient ces enfants, qui les mettent dans de bonnes conditions cliniques avant qu'ils ne soient opérés aussi. Les médecins disent que ma fille peut subir une opération pour la débarrasser de sa fente, donc j'ai l'espoir. La réparation de cette fente labiale se fait par une chirurgie appelée chéloplastie. Dans ce bloc opératoire, tout commence par la phase préopératoire, une étape cruciale pour la réussite de l'intervention chirurgicale. Dans la prise de la voie veineuse, il y a des médicaments qu'on donne. On fait une antibioprophylaxie, ça consiste à donner de l'antibiotique. On fait une analgésie préopératoire qui va lui consister pendant l'intervention de ne pas avoir mal et quelques heures après l'intervention. Donc après cette phase, on peut faire une induction en IV, ça consiste à l'endormir, c'est notre produit, comme on peut faire une induction par l'allotane. Moins complexe, la chirurgie réparatrice de cette première patiente ne dure que 30 minutes. Quant à la fente vélo-palatine, elle est plus contraignante, soit plus d'1 heure d'intervention. La délicatesse de l'opération nécessite l'utilisation des instruments chirurgicaux spécifiques comme l'ouvre-bouche. Dans la bouche, l'accès est difficile. Vous avez vu, on a un appareil spécial qu'on met dans la bouche pour l'ouvrir et avoir accès. Et ce n'est que 2 doigts qui peuvent y travailler. Donc c'est comme un travail de mineur. Il faut aller dans les profondeurs et disséquer des structures qui sont importantes dans l'évolution de l'enfant. C'est-à-dire il faut reconstituer les muscles de la luette qui permettent non seulement, qui interviennent dans la digestion, mais aussi qui interviennent dans le langage parlé. Et si la luette n'est pas bien reconstituée, l'enfant ne pourra pas parler correctement. L'expérience de l'équipe de Dr Mamadou Karamba permet de minimiser les risques de complications de la chirurgie réparatrice telles que l'hémorragie. La meilleure voie d'une cicatrisation rapide des plaies est explorée avant la phase de réhabilitation du langage parlé. Je parlais de l'orthophonie. Nous en cherchons ici en Guinée. Parce que vous voyez, la petite fille qui a été opérée, elle ne s'exprime pas bien. Mais comment est-ce qu'on fera après pour qu'elle s'exprime? Il faudrait qu'on lance encore un appel, s'il y a un autre orthophoniste, qu'il se présente et on pourra faire un partenariat avec lui.
À Dixine, nous sommes reçus par le père d'Oma Bangoura, dont la fente labiale relève du passé grâce à la chirurgie réparatrice plastique gratuite. Révigourée, la fillette de 2 ans joue et danse avec ses amis sous le regard affectueux de ses parents. Elle et son frère ont été longtemps stigmatisés à cause de leur fente labiale. Quand ma fille est née, l'on disait qu'elle n'est pas un être humain. Mais aujourd'hui, après l'opération, on réalise qu'elle est bien portante et on ne la cache plus à la maison pour la malformation qu'elle avait. À l'image de Mabangoura, ils sont à ce jour plus de 300 personnes à sortir des griffes de la stigmatisation due aux fentes labiales. Smile Train assure le volet financier de la chirurgie réparatrice qui permet aux patients de bénéficier des soins gratuits en Guinée. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. Nous avons regardé ensemble le reportage de notre consoeur Hadiatou. Alors, une petite lecture par rapport à ça. Est-ce que dans une même famille, on peut avoir plus d'enfants qui souffrent de cette pathologie, docteur Kaba? C'est ça, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure à l'entame sur les causes de cette pathologie. C'est que cette famille que nous venons de voir, par exemple, c'est des cousins qui sont mariés. Okay. Donc, il y a 2 enfants qui ont présenté la fente labiopalatine. C'est génétique. Les fentes labiopalatines répondent aussi aux lois de la génétique. Lorsque des parents qui portent des gènes de cette pathologie, de cette affection, se marient, et ce sera une suite dans la lignée. Mais toujours la chance que nous avons, c'est que ce n'est pas une pathologie fatale, ce n'est pas mortel, donc c'est corrigeable. La seule chose dont nous pouvons insister, c'est de dire aux gens de réduire la fréquence des mariages consanguins. Très bien. Et dans le même reportage, un médecin a fait cas à l'orthophoniste. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, la chirurgie n'est pas suffisante pour corriger des troubles de la diction. Lorsque les fentes concernent le palais, c'est-à-dire la voûte palatine, il y a un problème d'élocution. Le parler n'est pas correct parce que l'enfant perd de l'air dans la phonation. Il faut des gens spécialisés dans ce domaine-là pour leur réapprendre à parler correctement. Et c'est ce qui nous manque actuellement. Nous profitons du plateau pour demander s'il y a des orthophonistes dans le pays de venir nous contacter pour voir dans quelle mesure on peut aider ces enfants. Le monsieur qui vient de parler, c'est le représentant de Smile Train pour l'Afrique francophone. Très bien. Donc il est là pour un temps? Non, il est rentré chez lui maintenant. Donc pour le moment, vous n'en avez pas? Vous n'avez pas il n'y a pas d'orthophoniste. Donc, mais l'ONG est prête aujourd'hui à nouer des partenariats avec des spécialistes de la sous-région ou de la Guinée pour qu'on puisse intervenir auprès de ces enfants déjà opérés. D'accord, pour leur permettre d'avoir un langue, voilà, de bien communiquer. Docteur, dans le même reportage, moi je voulais en fait demander, est-ce que aujourd'hui les statistiques, plus de garçons sont touchés que les petites filles ou c'est l'inverse? Bon, ça dépend de la nature de la fente. Pour les fentes labiales, nous avons remarqué que les filles sont beaucoup plus atteintes que les petits garçons. Alors, pour les fentes palatines, là, c'est la nature qui va nous dire pourquoi. Alors, si c'est la nature, ça devient un peu compliqué. Alors, la prise en charge, on revient dessus, docteur. Oui. Comment ça se passe dans votre structure Smile Train? Ça s'appelle comment? Quand les enfants naissent, nous sommes contactés le plus souvent parce que c'est une situation de crise. Il y a un numéro pour vous joindre parce que le centre à Donka n'est pas encore à votre... Oui, pour le moment, Donka n'est pas fonctionnel, voilà. Mais mon numéro de la clinique va s'afficher tout à l'heure à l'écran. Nous sommes joignables. Donc, nous disons aux travailleurs des maternités, aux sages-femmes, à nos matrones, que tout enfant qui naît est justiciable aujourd'hui d'un traitement gratuit sur le territoire de la République de Guinée. Nous sommes à mesure de les prendre en charge entièrement. Et donc, ces enfants, quand ils naissent dans ces maternités, il n'y a pas lieu de s'alarmer. C'est
de nous contacter. Ou alors, si vous ne pouvez pas contacter, c'est de contacter un service de pédiatrie où on peut le prendre en charge, lui apprendre à téter. Ces enfants, malgré la fente, peuvent téter correctement leur maman. Et immédiatement, à 3 mois, déjà, on commence la série des interventions chirurgicales. Nous avons la chance aujourd'hui qu'en Guinée, on peut faire dormir ces enfants, les opérer correctement, sans danger. Et Dieu merci pour cette prouesse. On va revenir un peu sur du côté du bateau Merci Ship qui est actuellement à Conakry. Alors, comment ça se passe? Vous travaillez en synergie. Il y a eu quand même beaucoup plus de consultations. 6 000, je crois, avant l'émission, on a eu quand même cette petite information. Il n'y a que 6 cas qui ont été opérés, docteur. Alors, il y a une chute carrément là. C'est une très belle histoire entre notre service et le bateau Merci Ship. Vous savez, il y a des années, le bateau était venu. Depuis 1998, il a fait un petit séjour ici. Ça a coïncidé à mon retour au pays. Et ce fut une chance extraordinaire de rencontrer un grand monsieur dans ce bateau qui s'appelle Dr. Gary Parker. C'est un Américain. Et il nous a pris, il nous a épaulés, il nous a aidés. Et sa plus grande fierté a été que cette année, il est revenu en Guinée. Ce qui pouvait être son champ d'action s'est rétréci. Ça s'est trop rétréci. Il était très fier de le dire que pour une fois, il a aidé un pays. Il a trouvé que ce pays aussi a fait un pas. Un grand pas d'ailleurs. Un grand pas. Parce que sur 6 000 consultations que Merci Ship a eu à faire au Palais du Peuple, sur 6 000 consultations, ils n'ont eu que 6 cas de fente labiopalatine. Ça veut dire tout le reste là, cette maladie, nous sommes en train de vous en occuper. Et la présence du bateau ne nous a pas empêché de travailler. Nous continuons comme si de rien n'y était. Et les patients viennent et ils sont très fiers. Et actuellement, nos médecins montent au bateau parce qu'il y a un programme de formation, ce qui est très essentiel. Déjà, avec l'expérience qu'ils ont eue avec moi, ils se disent que mieux vaut former les gens que de venir chaque fois pour venir continuer à les assister. Surtout qu'il n'y en a plus d'ailleurs. Et nous devons en profiter au maximum, que l'assistanat ne continue pas. Et que, après tant d'années d'indépendance, nous soyons en mesure, nous aussi, de nous prendre en charge. Très bien. Et c'est l'importance de la formation des cadres. Alors, on peut parler un tout petit peu des statistiques chez vous ou sur l'étendue nationale, c'est possible? Bon. Les statistiques de l'OMS font apparaître un cas de fente labiopalatine qui naît pour chaque 700 accouchements. Donc si vous faites une extrapolation sur une population de 12 millions d'habitants, vous voyez ce que ça fait. À peu près, il faut compter en Guinée autour de entre 1000 et 1500 jusqu'à 2000 naissances avec des fentes labiopalatines. Et cela, avec la possibilité de prise en charge, c'est que nous avons du retard là-dedans. Et c'est pour cela que nous avons initié des missions pour que nous puissions nous déplacer à l'intérieur du pays. Justement, c'est cette pour question y aller que je voir voulais. si nous pouvons opérer. Mais vous savez, pour prendre en charge ces enfants, c'est un équipement lourd. Il faut beaucoup de personnes. Moi, je suis l'opérateur principal. Mais il y a toute une armée de gens qui sont derrière pour la prise en charge jusqu'à la sortie de ces enfants de l'hôpital. Et tous ces gens-là, il faut les amener ensemble, les loger, les nourrir, les motiver et pour pouvoir avoir des résultats. Et cela, nous comptons le faire. Le traitement, docteur, ça s'étend sur combien de temps, par exemple? Bon, l'objectif de la prise en charge de ces enfants, c'est qu'avant que l'enfant ne commence de parler, qu'on ait fini ces opérations. L'opération, d'accord. Donc, 3 mois après la naissance, on commence à opérer. Nous réparons les lèvres. À 6-8 mois, nous commençons à réparer le palais. Sur le palais, on fait 1 ou 2 interventions, ça dépend. Ça dépend des cas compliqués. Ça dépend des cas. Mais à 1 an et demi, en principe, nous devons finir d'opérer ces enfants. Pour que quand le langage commence, ça trouve que vraiment, tout est prêt. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous recevons des personnes âgées de 40-50 ans jamais opérées. Il y a des adultes qui ne sont jamais opérés. Ça, c'est certainement... parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas et ils sont peut-être à l'intérieur. C'est ça, il n'y avait pas de lieu de prise en charge aussi. Très bien. Le numéro va bientôt s'afficher sur le petit écran. Les téléspectateurs vont vous appeler. Docteur, avant, les recommandations, les conseils à l'endroit de tous qui nous suivent.
à travers la chaîne Leader? C'est de ne pas stigmatiser ces enfants atteints de fente labiopalatine. Et aussi profiter pour remercier Smile Train. C'est une grande ONG qui est située aux États-Unis et qui finance dans le monde entier les seulement interventions. À Conakry, ils sont implantés ou ils sont dans la sous-région? Si. À Zérékoré, il y a un centre, à Zao, qui prend les enfants parce que Zérékoré, la région forestière est très éloignée de Conakry et nous ne pouvons pas y aller. Et faire venir les patients à Conakry, c'est trop loin, c'est trop lourd. C'est pourquoi ils ont ouvert un centre que nous épaulons aussi à Zao. Et nous voulons tourner dans le pays pour voir si on peut opérer à Mamou. Déjà, on a eu l'expérience. Si on peut aller à Kankan et Farana. Mais ça dépendra des moyens dont nous disposons aussi parce que le déplacement est un peu difficile. C'est lourd, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des préfectures qui, quand même, enregistrent un taux élevé de cette pathologie? Les plus grands taux de fente labiopalatine nous viennent du Fouta et de la Haute-Guinée. Et ça s'explique parce que nous nous marions entre nous. Nous nous marions entre nous et ça cause problème. Ça cause problème. Mais heureusement qu'il y a cette ONG qui est sur place et qui fait son travail gratuitement. Absolument. Alors, docteur, le numéro peut-être est affiché, les téléspectateurs vont vous appeler. Alors, vous remerciez cette ONG et puis quoi encore? Bon. C'est la sensibilisation toujours, c'est de dire à la population que la prise en charge est absolument gratuite, sans aucun problème. Et quand ces enfants nous viennent en bonne santé, parce que l'exigence pour qu'ils soient opérés, il faut qu'ils soient en bonne santé, bien allaités. Ils ont 3 ou 4 kg avec un taux d'hémoglobine normal. On les prend, on les opère, ils passent 1 ou 2 nuits à l'hôpital et rentrent chez eux. Alors, docteur, moi, il y a une petite question aussi qui m'est venue à l'idée. La formation des jeunes dans la chirurgie réparatrice plasticienne, comment ça se prépare? Bon, depuis que nous sommes installés à Donka, nous nous attelons à cela. Bon, tant bien que mal, c'est difficile. Mais les jeunes nous approchent, ils viennent, le service est actuellement plein. Nous en avons formé, il y en a qui sont partis à l'extérieur, malheureusement, qui ne sont pas rentrés au pays, vu certaines conditions. Cela est dû à quoi, selon vous? Bon. Ils ne sont pas dans des conditions riches, peut-être. Travailler au pays, voilà. Mais cela n'empêche que ça ne nous décourage pas. Ça ne nous décourage pas, nous continuons. Et toujours, le service est ouvert, le service de chirurgie plastique est ouvert à tous les jeunes des services d'ORL, de maxillofacial, pour venir apprendre convenablement les interventions sur parce qu'il y a trop de cas. Tous nos villages, nos sous-préfectures regorgent d'enfants non opérés, de femmes non opérées qui n'arrivent pas du tout à s'exprimer, qui sont stigmatisées par la société. Et ils restent toujours les rejetés de la société. On va prendre cet appel. Oui. Allô? Allô? Bon, continuez, c'est parti. Donc, en dehors de cette sensibilisation, c'est de lancer un appel aussi à nos industriels, à nos sociétés pour nous venir en aide. Nous avons besoin de moyens pour acheter les médicaments, pour acheter les fils de suture, les consommables, afin qu'on puisse renforcer ce que l'extérieur nous donne pour pouvoir opérer ces enfants. D'accord. Allô? 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 Bon, un appel à toutes les personnes de bonne volonté. De bonne volonté pour nous épauler, et les pharmaciens, en tout cas, tous qui peuvent le faire. Parce que la dernière fois quand nous sommes venus à Mamou, nous avons quelqu'un qui nous a supporté pour nous dire, voici, je vous loge gratuitement. Et c'est le lieu de le remercier. Merci. Vraiment. C'est gentil, c'est aimable, c'est un patriote, hein, vraiment. Docteur, les appels continuent. Nous remercions les personnes de bonne volonté. Nous invitons également les personnes de bonne volonté. C'est une ONG et c'est une chirurgie qui coûte cher aussi. Coûte absolument cher. Aujourd'hui, une fente labiale, pour l'opérer en France ou aux États-Unis, il faut pas moins de 3 000, 4 000 $. Allô? 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 Ça coûte excessivement cher. Ça coûte excessivement cher. Donc, de ce fait que nous pouvons
le faire en Guinée, nous devons avoir des moyens suffisants afin de parfaire la prise en charge. Ouais. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô, oui. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît, d'où vous nous appelez? Vous allez bien? Oui, votre nom et d'où vous nous appelez? Allô? Je m'appelle Alpha Omar de Paris. Oui, votre question? Allô, oui. Oui, nous vous écoutons. Votre question? Bon. Alpha Omar Barry, le petit frère de Adjetou, son grand frère. Alors, malheureusement, on n'a pas eu... Allô? 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 Oui, bonsoir, messieurs. Oui, allô? Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir, ça va? Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Allô? Non. Alors nous allons continuer à sensibiliser, à inviter des personnes de bonne volonté, mais toujours les appels continuent. Oui. Mais bon, allô? Allô? Ça passe pas. Allez-y, docteur. Nous avons besoin de beaucoup de personnes de bonne volonté. C'est ça. Les gens qui ont de l'argent, venez soutenir la structure ces actions hautement humanitaires. Et ça nous donne vraiment des opportunités de contact. Parce que le problème, c'est qu'il y a des pays voisins où ils n'ont pas de spécialistes. Et aujourd'hui, ces gens nous font appel. Où nous avons fait déjà un premier séjour en Guinée-Bissau. Et où nous avons vraiment opéré des cas à l'hôpital Shimao Mendes. Et nous comptons y repartir encore parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas opérés. Aujourd'hui, chez nous aussi, c'est la même chose. Nous osons dire même que ça devient un problème de santé publique. Parce que lorsque je commençais à opérer ces cas, c'était 5-6 cas, on pensait qu'il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, avec la gratuité, nous avons une trentaine de personnes qui sont en attente à être opérées. Donc, le ministère de la Santé même devrait y être impliqué pour voir comment on peut aider à la prise en charge. Parce que la formation des spécialistes, ça ne dépend pas d'un niveau local. Il faut que ce soit programmé, soit au niveau de la faculté de médecine, soit au niveau du ministère de la Santé. Donc il faut qu'on voit des choses comme ça. La formation des infirmières, on s'en occupe, parce qu'à chaque fois, on a l'occasion maintenant de les faire voyager. Oui. On va prendre cet appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, messieurs. Votre nom, s'il vous plaît. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Moi, c'est Diop, oui, nous vous écoutons. Il y a trop de... Messieurs, s'il vous plaît, il y a trop de bruit autour... Allô? Allô, oui. Je disais qu'il y avait trop de bruit autour de vous. Ok, je m'éloigne alors. Voilà, c'est mieux. Oui? J'ai dit, ma question est de savoir quelles sont les mesures préventives à part de la consanguinité, quelles sont d'autres mesures préventives pour empêcher la multiplication de cette maladie? À part la consanguinité, quelles sont les autres mesures préventives? Les mesures préventives, c'est de permettre le déroulement normal d'une grossesse. Depuis la conception jusqu'à l'accouchement. Le stress, la faim, il faut lutter contre. Le paludisme, il faut lutter contre. C'est pourquoi on dit toujours il faut manger pour deux. Il faut manger quand on est en grossesse. Hein. Donc, c'est ce qu'on dit à la population, surtout en ce qui concerne les jeunes couples. Il faut bien laisser la femme dans sa tranquillité. Une fois qu'elle a soupçonné la conception, parce que les malformations là se forment très tôt. C'est dans les premières semaines de la grossesse que ces malformations se forment de façon définitive. Parce que déjà, quelques semaines de la conception, l'homme est déjà formé. Il est intact. Il n'y a qu'un processus d'évolution qui suit. Donc, dès le début de la grossesse, dès le début de la conception, ou avant même la conception, il faut mettre la femme dans des conditions, dans un environnement qui lui permette d'évoluer dans la tranquillité, dans la paix du cœur.
Mais les stress, les bagarres, la Alors, faim. docteur Kaba, vous avez invité les jeunes couples. Pourquoi les jeunes couples? Bon, souvent parce que nous constatons de plus en plus que c'est des gens de plus en plus jeunes qui donnent naissance à des enfants, contrairement à ce que nous avons eu dans la littérature, que c'est-à-dire que c'est à âge avancé que les femmes font les fentes de la... Non, actuellement, nous remarquons chez nous que de plus en plus de jeunes font les fentes labiopalatines. Et l'unique explication que je me permets de donner, c'est de dire que ces gens-là le font parce qu'il y a un environnement hostile. C'est des jeunes couples qui sont pauvres, ils n'ont rien. Ensuite, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de paix. Donc, une grossesse dans cette situation, c'est exposer le futur fœtus à des malformations diverses. Allô? Quelle question je voulais vous demander tout à l'heure, docteur? Vous avez parlé des personnes âgées. Allô? J'y reviens. Oui, bonsoir, monsieur. Allô, oui, bonsoir. Votre nom et d'où vous nous appelez? C'est M. Chouari Abou, je vous appelle depuis Kinshasa. Kisoso. Allez, votre question, s'il vous plaît. Ok. Je viens de vous prendre la main. J'aimerais savoir, est-ce que le mariage forcé a un impact négatif sur la malformation? La deuxième question, c'est quels sont les autres causes irréelles? D'accord. Bien, comme vous l'avez si bien dit, vous avez pris le train en marche, ça a été dit. Mais il peut revenir dessus. Oui, mais le mariage ne devrait plus être forcé. Il faut qu'on lutte contre ces mariages forcés-là. Mais ça n'a pas d'influence là-dessus, mais socialement, un mariage ne devrait plus être forcé. Il faut que des gens consentent pour se marier, et c'est la lutte de toute cette panoplie d'ONG aujourd'hui pour lutter contre l'excision, contre les mariages forcés et tout ce que vous savez, et ça ne doit pas continuer. Mais du point de vue physiologique, une conception dans une situation de mariage forcé, s'il n'y a pas eu de tranquillité, ça peut exposer à la naissance de malformations. La deuxième question, les causes réelles. J'ai dit, ça a été dit, bon, il a dit qu'il a pris le train en marche. Donc on revient là-dessus pour lui dire à cet auditeur, à ce téléspectateur, que les causes ne sont pas connues absolument, et c'est des hypothèses sur lesquelles on repose. De dire ces malformations qui naissent après le paludisme, après beaucoup d'autres maladies, le diabète, l'hypertension, la faim, le stress, il faut citer tout un ensemble de choses, et beaucoup de médicaments aussi. C'est l'importance de la lutte contre l'automédication. Nous nous soignons nous-mêmes. Dès qu'il y a un petit problème, on achète quelque chose, on ne sait pas ce que ce médicament contient. Quel impact ce médicament peut avoir sur notre trait génétique? Il faut arrêter ces choses-là et venir à l'hôpital, se consulter, prendre les médicaments selon les prescriptions des médecins. Et s'il y a des effets secondaires, revenir aussi voir le médecin pour lui dire que ça ne marche pas. Très bien. Allô? Allô? Docteur, moi je demandais, aujourd'hui, vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y a des personnes adultes, les adultes qui souffrent de cette fente la palatine. Est-ce que l'opération est simple, est plus simple que les nouveau-nés? Bon, c'est la même chose, on opère la même chose. Le seul problème, c'est que c'est la stigmatisation que ces gens ont suivie depuis leur naissance. Nous avons eu à opérer il n'y a pas longtemps une femme de 65 ans qui a passé toute sa vie avec cette fente, qui va au marché hebdomadaire, qui va par-ci par-là, qui a fait ses enfants. Malheureusement, certains d'entre eux sont venus ensemble, on les a opérés en même temps, qui présentaient ces fentes. Mais c'est le manque d'information. Parce que je leur ai demandé toujours, mais le bateau là était venu là il y a des années ici. On ne savait pas. Mais maintenant qu'on le sait, maintenant qu'on peut prendre en charge nous-mêmes chez nous ici, je pense que dans toutes les structures sanitaires du pays devraient avoir l'information qu'on peut prendre en charge ces enfants-là gratuitement pour ne plus qu'on voit des adultes qui marchent avec des fentes au moins dans notre pays aussi. Ça c'est vrai. Il y a un autre appel, mais... on continue. Ah, voilà. Allô? 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 Oui. Bonsoir, madame. Allô, madame? Oui.
Allô? Allô? Oui. Oui, madame, bonsoir. Votre nom? Kanyinika. Diabétique. Ce n'est pas le thème, madame. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de fente palatine. J'ai dit que le diabète peut être une cause. Bitem teodi, l'ombre na diabète faux. Voilà. Peut-être que vous avez cité et c'est ça comme étant un facteur étiologique. Oui. C'est potentiel parce que le diabète, à un certain moment, surtout chez la femme en grossesse, peut impacter aussi sur l'évolution du fœtus. Très bien. Oui. Allô? Allô? Oui, bonsoir, messieurs. Oui, comment allez-vous, madame? Votre nom et d'où vous nous appelez? Monsieur Kaba Siliti. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Béchia Ford. Alors, votre question, monsieur Kaba. Bon, le docteur vient de dire que la malformation commence dès la première semaine de la grossesse. Allez-y. Bon, scientifiquement, on dit que les 3 premiers mois de grossesse, c'est après les 3 mois de grossesse que les membres commencent à apparaître. Donc, comment peut-on sentir alors la malformation, par exemple, d'un membre de l'enfant dès la première semaine de grossesse? Ça c'est des études qui ont été menées pendant très longtemps. Et vous savez, l'homme se forme par étapes. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La progression des différentes parties de l'œuf qui constituent la tête, qui constituent le tronc, qui constituent les membres. Tous les éléments n'apparaissent pas en même temps. Mais la constitution du visage est précoce. Donc, les malformations se forment aussi de façon précoce. Ce n'est pas une discussion scientifique pour expliquer à la télévision comment cela se fait. C'est tout à fait un processus bien maîtrisé. Mais la population doit savoir que c'est au début de la grossesse que ces malformations apparaissent. Donc, il faut y prendre toutes les mesures afférentes pour éviter cela. Mettre la femme dans des conditions, dans un environnement idéal, empêcher la malnutrition, tranquilliser et éviter l'automédication, surtout chez les femmes en début de grossesse. Parce qu'il y en a qui vomissent, il y en a qui font ce qu'on appelle les toxémies. Il faut créer les conditions. Chaque femme a sa façon de mener sa grossesse. De mener sa grossesse. C'est ça. Allô? Allô? Oui? Allô? Madame, bonsoir. Votre nom? Allô? Allô, oui. Il y a trop de bruit. On ne vous entend pas. Si vous êtes devant votre télévision... Allô? Allô? Il y a le bruit autour. Il y a trop de bruit. Ouais. Donc, en ce qui concerne ces facteurs étiologiques-là, c'est des hypothèses qui ont été émises depuis longtemps et partout. Donc, chaque équipe qui traite aujourd'hui des femmes dans le monde a ses statistiques particulières. Donc, ce que je viens de dire, c'est nos constatations en Guinée. C'est ce que nous pensons. Peut-être que c'est différent. Mais il reste clair une seule chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de fentes labiopalatines qui naissent en Europe qu'en Afrique. Par exemple, au Japon, il y en a beaucoup plus en Asie qu'en Afrique. En Asie, oui. Donc, qu'en Amérique noire. C'est ça. Nous faisons moins de fentes que les pays de race blanche. Mais le travail que nous menons maintenant, c'est d'expliquer aux gens, d'expliquer à la population que la prise en charge est possible. Parce que cette affection est stigmatisante. Carrément. Dès que l'enfant naît, surtout dans nos conditions ici, c'est des discours incohérents, c'est des accusations fortuites, c'est des sorciers, maman, quand même, des grand-mères, chacun. Elle subit un traumatisme Je vraiment pense que fort. nous devons surpasser cette conception culturelle. C'est de dire que l'enfant est né avec une fente, ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons l'insérer. On doit se débarrasser de ces préjugés carrément. Vraiment, la chirurgie, comme je l'ai dit, la chirurgie est là aujourd'hui pour corriger parfaitement ces enfants-là. Allô? Allô? Allô?
Oui, bonsoir madame. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Votre nom et d'où vous nous appelez? C'est Mariam Kamara depuis Goza. Nous vous écoutons, madame Kamara. Madame Kamara, éloignez-vous de... Madame Kamara, Je voulais demander le problème. Si vous êtes devant votre téléviseur, éloignez-vous parce qu'on ne vous entend pas par ici. Alors, vous me recevez? On vous reçoit, oui. Est-ce que je voulais demander le problème de mère, des enfants qui ont des problèmes de mère là. C'est pas le thème du jour. Aujourd'hui, nous parlons... C'est ça, nous parlons effectivement des fentes labiopalatines, pas des problèmes de nerfs. Pas des problèmes de nerfs, mais nous y reviendrons avec... C'est des malformations qui apparaissent sur le visage, comme vous avez vu dans le reportage. C'est des enfants qui naissent avec des malformations au niveau du visage. Et donc, nous insistons sur la possibilité de la prise en charge et la gratuité des soins. La gratuité des soins. Parce que les gens ont trop souffert chez nous aussi pour cela. C'est un programme universel. Et la semaine prochaine, toute l'Afrique va fêter à Nairobi le 100 millième cas opéré chez nous, en Afrique. Docteur, il y a une journée dédiée à ces fentes-là? Le 5 octobre de chaque année, c'est la journée dédiée pour la journée du sourire. Ce n'est pas que ce soit les fentes seulement, mais c'est du sourire. Et cette année, le délégué, représentant Smile Train est venu dans notre clinique participer à une petite fête que nous avons tenue là. Et surtout nous encourager pour le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain. Et en même temps, profiter pour nous inviter à Nairobi pour aller pour la fête. Au niveau la grande fête. La grande fête au niveau de toute l'Afrique. Allô? Allô? Mais la grande fête à Nairobi, vous y prendrez part, docteur Kaba? Oui, d'accord. Revenez avec des très beaux cadeaux pour nous qui sommes restés sur place. Alors, nous continuons toujours à inviter des personnes de bonne volonté. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Madame ou monsieur? Allô? Oui, c'est madame? Allô? Allô, oui, nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons. Votre nom et d'où vous nous appelez? On vous entend. Allô? On vous entend par ici. On vous entend. Allô, c'est docteur. Oui. Allô? Allô? Parlez, Allô? Nous vous écoutons. Allô? Le problème, il veut le suivre, en même temps parler, et ça nous dérange un tout petit peu. Docteur, alors on parlait de s'il y a une journée dédiée à cette maladie, vous avez dit non, mais qu'il y a une journée quand même dédiée le 5 octobre de chaque année. Le 5 octobre chaque année, c'est la journée mondiale du sourire, et ça inclut la restauration du sourire de ces enfants-là. Et c'est pour cela que nous nous y associons. Et ça se fêtera en différé cette année à Nairobi, où nous sommes invités à la fin de ce mois. Nous y viendrons aussi pour participer à la grande fête. Mais c'est de vous dire l'importance de ce travail-là, qui ne concerne pas seulement la Guinée. C'est presque 87 pays du monde qui sont supervisés par Smile Train pour la restauration. Parce que qu'est-ce qui se passe? Avant, ces enfants-là, quand ils naissaient, c'est tout un problème. Il faut évacuer. Et dans nos pays pauvres, on n'a pas de grands moyens. C'est pour cela que Smile Train a commencé à faire travailler les chirurgiens spécialistes dans chaque pays pour s'occuper des enfants localement. Parce que si aujourd'hui on doit évacuer les fentes, vous imaginez qu'en moins de 2 ans, nous sommes à plus de 350 enfants opérés. D'où nous allons tirer ces moyens? C'est pas possible. C'est pas possible du tout. Donc c'est là où l'encouragement vient du fait qu'il faut utiliser les ressources locales pour pouvoir résoudre ces problèmes d'une gravité que tout le monde connaît. Alors le problème se situe à ce niveau, docteur. Quand vous formez les jeunes, ils ne restent pas en Guinée, ils préfèrent aller ailleurs. Alors la retraite se prépare comment? Oui, mais là c'est très difficile. Parce qu'il faut des moyens
non seulement pour former, mais pour maintenir. Les jeunes surtout. Nous avons eu une hémorragie de cadres qui sont partis aujourd'hui dans les grands pays, qui restent là à travailler. Et quelle politique devons-nous mener aujourd'hui chez nous pour maintenir les jeunes spécialistes? Vous voyez, même à l'échelle nationale, Conakry a plus de médecins qu'à l'intérieur du pays. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas motivés à y rester. Les gens viennent, c'est quelques jours, ils quittent. Il y en a qui n'y vont même pas. Et c'est l'appel que nous lançons aux autorités, de trouver maintenant les voies et moyens pour équilibrer la population médicale dans le pays, pour maintenir les spécialistes chez nous. Nous avons perdu trop de jeunes cadres qui sont partis. C'est parce qu'ils ne sont pas motivés. Si vous voyez l'état de motivation, l'état de salaire, ça n'encourage pas les gens à rester. Mais une fibre patriotique aidant, les gens peuvent se surpasser pour venir en aide au pays. Mais c'est très difficile. Mais nous continuons à nous battre. Nous avons des jeunes qui sont avec nous actuellement et nous cherchons vraiment à les former. Et à les garder. À les garder. Allô? C'est ça. Donc la formation, ça constitue vraiment un pilier très important dans les activités que nous menons actuellement et en accord même actuellement avec Merci Ship, le bateau. Certains de nos jeunes médecins, de nos infirmières sont là, ils apprennent les nouvelles techniques, ils s'imprègnent des manières d'opérer, des manières de se conduire, d'entretenir ces enfants, de les supporter jusqu'à la sortie de l'hôpital. Et cela nous permettra à la fin de la mission d'avoir vraiment suffisamment de personnes formées et nous pourrons lancer des programmes à grande envergure au niveau du pays. Allô, oui. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom et d'où vous nous appelez? Moi, je vous appelle à Dabokla. Je m'appelle Cissé Kemo. Monsieur? Kemo. D'accord. Monsieur Kemo, votre question? Ma question, j'ai mon enfant qui est né mal fait. Il a subi des opérations à Donka et un certain docteur Balamoussa sous son dos. Bon, jusqu'à présent, on est en train de continuer son traitement du pied. Les 2 pieds ne bougent pas, quoi. Qu'est-ce qui ne bouge pas? Donc, les 2 pieds, ses pieds. D'accord. C'est les pieds qui ne bougent pas. Oui. Donc, même jusqu'à chaque matin, on part à une certaine rééducation. Je ne sais pas s'il y a une solution pour ça, quoi, madame. Bon, malheureusement... c'est pas l'objet de notre discussion présente. Nous nous occupons essentiellement de fente labiopalatine. Là, si vous avez des problèmes, moi je pense que la meilleure solution, c'est d'aller revoir le spécialiste pour qu'il vous donne des conseils appropriés concernant votre enfant. Pour cela, oui. Ouais. Allô? 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 Oui? Allô, madame, nous écoutons. Allô, oui, nous vous écoutons. Votre nom, madame, s'il... Allô? Madame, nous écoutons. Janama télé. Allô? Allô, oui. Tanto lo maloni là. Ya fait comme on est magnifique ka docteur ma. Allô? Anto lo maloni là, ya fait comme on est magnifique ka docteur ma. Ah, réserve sur moi. Ngoli la kanto sigirine. Iboni mini? Ngoli la kanto sigirine. Ah, ya fait comme on est magnifique ka docteur ma. Bon, manquez comme aye kuma ben pour la tuer, dina jankoro ko. Wende ni manquez ati ahandi salamata manato 4 ans serenati. Akuma ko de. Bon, malon sinimba nibra na reportage ye. Nibra reportage woye anye kuma minabi dininu min soroni alinyakoro la déformé ni anye kuma wole labi. Donc malo ni o jankaro le yiden fanana.
Bon, malheureusement, j'espère que le service de langue nationale ne sera pas trop rigoureuse par rapport à notre communication, parce qu'il y a des téléspectatrices qui veulent poser des questions dans nos langues, dans nos différents dialectes. C'est normal. Il y a un service spécialisé ici. Donc, Radia Fatoumata Hawa, nous sommes désolés. C'est docteur, le dernier mot, le dernier mot pour, au niveau des téléspectateurs qui nous regardent. Bon, c'est encore une fois de plus, c'est de dire à la population que les fentes labiopalatines, les fameux becs de lièvre sont bien pris en charge chez nous. Les enfants sont opérables gratuitement. C'est le lieu d'appeler et le corps médical et la population de ne pas s'alarmer. Quand un enfant naît avec une telle malformation, il y a où l'adresser pour qu'il soit bien pris en charge. En tout cas, on a affiché votre numéro, certainement que les gens vont Tout ce que nous demandons, c'est de bien nourrir ces enfants, c'est de les maintenir en bonne santé, de ne pas les priver de l'allaitement maternel, sous prétexte qu'ils ne peuvent pas téter, ils peuvent bien téter. Ils n'ont pas besoin de soins particuliers. C'est des enfants nés normaux et qui peuvent, après opération, être réinsérés partout où ils le font. Ils doivent l'être. Le traitement est gratuit, absolument gratuit et bien fait. Nous remercions nos partenaires de Smile Train, nous remercions le ministère de la Santé et tout ce qui nous aide pour la réalisation de cette œuvre hautement humanitaire. Œuvre hautement humanitaire, c'est notre contribution, docteur Karamba, et puis la télé nationale est là pour ça. Je rappelle que nous étions avec docteur Mamadou Karamba Kaba, chirurgien plasticien au niveau de Smile Train. C'est un mot anglais difficile un peu à prononcer. C'était tout pour aujourd'hui. Je remercie au passage cette téléspectatrice qui nous envoie plein de messages pour nous encourager, nous féliciter. Madame Kamara Bintou Doumbouya, école primaire de Lambani. Merci à toi, à ta famille, à Monsieur Camara également. Merci à l'équipe du dimanche dévouée qui m'accompagne pour la réalisation de chaque numéro. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre thème à développer ensemble. Encore une fois, bonsoir et à très bientôt.